Sors de ma maison. Tu n'es plus ma fille tant que tu n'auras pas appris ce qu'est la vraie vie. » Ces mots, ma mère les a crachés avec un venin que je ne lui connaissais pas. La feuille de résultat de mon baccalauréat, mention très bien, était posée sur la table de la cuisine, à côté du dîner qui refroidissait. L'air était lourd, empreint d'une tension qui couvait depuis des semaines. Mon crime ? Avoir refusé de renoncer à ma place en école d'ingénieur pour devenir la comptable non déclarée de leur entreprise de menuiserie qui sombrait. Elle m'a jeté un sac poubelle noir aux pieds, un geste si méprisant qu'il a effacé 18 ans de vie commune. Son regard était glacial, dépourvu de toute chaleur maternelle. Ce n'était plus ma mère, mais une étrangère dont le visage était déformé par la déception et la rancœur. Je suis restée figée, le souffle coupé, incapable de comprendre comment l'annonce de mon succès avait pu déclencher une telle haine. Le silence qui a suivi ces paroles était plus assourdissant que les cris. Mon père, qui était resté silencieux jusque-là, s'est levé lourdement de sa chaise. Il n'a pas dit un mot, il n'a même pas croisé mon regard. Il a simplement pris mes clés sur le crochet près de la porte, a attendu que je franchisse le seuil dans un état de stupeur, puis a refermé la porte derrière moi. J'ai entendu le bruit sec et métallique du verrou qui tournait, un son définitif qui scellait mon exclusion. Puis, sa voix étouffée par le bois. « On se reparle dans un mois, quand tu crèveras la faim. » Ce son, celui d'une porte qui se ferme pour de bon, est une blessure qui ne guérit jamais vraiment. Si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, si vous avez connu ce sentiment d'injustice totale, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire, car à ce moment-là, sous le ciel nocturne d'une banlieue ordinaire, j'ai compris ce que signifiait être seul au monde, renié par ceux qui étaient censés me protéger de tout. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'ont jamais cherché à savoir, c'est que je les soutenais déjà depuis 2 ans. Debout sur le trottoir froid, avec pour seule possession un sac poubelle contenant quelques vêtements, je ne ressentais pas seulement de la tristesse, mais une rage sourde, une rage née de l'injustice la plus pure. Pendant que j'étais au lycée, je passais mes nuits à travailler comme développeuse web freelance. Chaque mois, sans faute, je virais secrètement 600 € sur le compte de ma mère, sous le libellé « Soutien famille ». 14 400 € au total. De l'argent que je gagnais au détriment de mon sommeil et de ma jeunesse, croyant naïvement que cela aidait à payer des factures imprévues. Ils n'ont jamais posé de questions. Ils n'ont jamais remercié. Pour eux, cet argent était un dû, une évidence, une ressource invisible qui leur permettait de maintenir leurs illusions. Et maintenant, ils me jetaient dehors pour avoir voulu construire mon propre avenir. 11 ans passèrent. 11 années de silence absolu, de reconstruction lente et méthodique. J'ai dormi sur le canapé de ma tante Isabelle, la seule à m'avoir tendu la main. J'ai enchaîné les petits boulots pour payer mes études. J'ai fondé ma propre entreprise, celle dont mon père avait déchiré le business plan en le qualifiant de rêve de gamine. J'avais bâti une vie solide, loin d'eux, à Lyon. Je pensais que cette porte était fermée pour toujours, que la clé qu'ils avaient à tourner dans la serrure était perdue à jamais. Mais je me trompais. Ils avaient encore la clé, et ils s'apprêtaient à l'utiliser, non pas pour rouvrir la porte, mais pour tenter de défoncer celle de ma nouvelle vie. Un soir, mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran, comme un fantôme revenu du passé. Ce simple appel allait tout changer et mettre en marche un plan que j'avais laissé mûrir dans un coin de mon esprit pendant plus d'1 décennie. Mon frère Thomas a toujours été la vitrine de la famille, l'enfant ensoleillé. À 15 ans, il a eu le dernier scooter à la mode pour son anniversaire. Moi, à 16 ans, j'ai reçu un nouveau livre de comptabilité pour m'entraîner à gérer un budget. Ma mère appelait ça « le sens des responsabilités ». Pour moi, ça ressemblait surtout à une punition pour ne pas être lui. Chaque centime que je gagnais en faisant du babysitting ou des petits boulots était consigné dans un carnet. Si Thomas avait besoin d'argent pour une sortie, ma mère me regardait avec cet air entendu, celui qui disait sans un mot « Tu sais ce que tu as à faire pour la famille ».
J'ai ainsi financé ses leçons de guitare, son premier smartphone, ses vacances avec ses amis. Je n'étais pas sa sœur. J'étais son fonds d'investissement officieux, une ressource silencieuse et inépuisable. Personne ne me demandait si j'avais des rêves. On supposait simplement que mon rôle était de financer les leurs. La programmation est entrée dans ma vie par hasard, comme une porte dérobée vers un autre monde. J'ai commencé à apprendre seule, la nuit, lorsque toute la maison dormait enfin. Le silence était mon allié, la lumière bleutée de l'écran mon unique confidente. Mon premier contrat, c'était le site vitrine pour la boulangerie du coin, payé 200 €. Je me souviens encore du poids des billets dans ma main, une sensation de puissance et d'indépendance que je n'avais jamais ressentie. C'était mon argent, gagné grâce à mon intelligence, pas à ma servitude. C'est à cette époque que les disputes de mes parents au sujet de l'argent sont devenues plus fréquentes, leurs voix tendues traversant les murs fins de la maison. Je les entendais parler de factures, de retard, de la menace constante de la faillite. Une peur viscérale s'est emparée de moi. La peur de perdre le peu de stabilité que nous avions. C'est là que j'ai eu cette idée, naïve et désespérée, devenir leur pilier secret. Ma mère n'a pas eu besoin de me demander. Un soir, elle est venue dans ma chambre, le visage fatigué, et m'a parlé de factures imprévues, de coups durs temporaires. Elle n'a jamais demandé d'argent directement. Elle a simplement peint le tableau d'un naufrage imminent. Le mois suivant, j'ai fait le premier virement. 600 € avec le libellé « Soutien famille ». Je me suis sentie adulte, responsable. Puis je l'ai fait le mois d'après et celui d'après encore. Pendant 2 ans, sans jamais faillir. 24 virements de 600 €, 14 400 € au total. Ils n'ont jamais posé une seule question, jamais un merci. Parfois, ma mère disait vaguement que les choses allaient un peu mieux, sans jamais chercher à savoir d'où venait ce miracle mensuel. Pour eux, cet argent n'existait pas officiellement. C'était juste un souffle d'air frais dans une maison qui suffoquait, et ils ne se soucieront pas de savoir quelle fenêtre était restée ouverte. Ce sacrifice avait un coût invisible. Mes nuits étaient courtes, mes journées à rallonge. Je m'endormais parfois en cours, la tête lourde d'épuisement. Une professeure de mathématiques, inquiète de mes cernes et de ma baisse de concentration, m'avait convoquée un jour. Je lui avais menti, parlant d'insomnie, de stress lié aux examens. Comment aurais-je pu lui dire la vérité ? Que je passais mes nuits à coder pour des clients à l'autre bout du monde, afin de payer les dettes de mes parents, qui, pendant ce temps, reprochaient à leur fille de 17 ans de ne pas en faire assez pour la maison. J'étais prise dans un engrenage infernal. Plus je gagnais d'argent, plus je me sentais indispensable, et plus je m'épuisais à maintenir cette double vie. Mon succès scolaire, obtenu à la force de litres de café et d'une volonté de faire, n'était pas un simple diplôme. C'était un acte de survie, la preuve que je pouvais tout porter sur mes épaules. En raccrochant le téléphone, 11 ans plus tard, ce n'était plus la jeune fille fatiguée qui était en moi, mais une femme dont les comptes étaient restés ouverts. Toutes ces années de silence n'avaient pas effacé la dette. Elles l'avaient laissé prendre des intérêts. L'humiliation, le sacrifice, le mépris, tout est remonté à la surface, non pas comme une vague de tristesse, mais comme une évidence froide et limpide. Il ne m'appelait pas pour se racheter, mais pour que je signe un nouveau contrat de servitude, cette fois-ci au grand jour. Il voulait que je sauve la maison qui m'avait rejetée. Mais en prononçant ces mots, « Tu nous dois bien ça », ma mère venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin. Une invitation. Une invitation à leur anniversaire de mariage, dans cette même maison. Elle pensait qu'elle demandait de l'aide. Elle venait de m'offrir une scène. L'appel de ma mère a commencé par une douceur feinte, une nostalgie forcée, qui sonnait creux, après 11 ans de silence radio. Elle a parlé de la pluie et du beau temps, de vagues souvenirs d'enfance qu'elle avait probablement réinventés pour l'occasion. J'écoutais, le cœur battant à un rythme lent et lourd, sentant le piège se refermer. Puis, sa voix s'est brisée, juste assez pour paraître pathétique, et la véritable raison de son appel a éclaté comme un abcès. L'entreprise avait fait faillite. La maison était sur le point d'être saisie par la banque. Elle a enchaîné sur mes succès, dont elle avait visiblement entendu parler,
et a prononcé la phrase qui a tout fait basculer, la phrase qui a transformé une vieille blessure en une arme. Tu as réussi, on est fiers. Maintenant, c'est à ton tour de nous aider. Tu nous dois bien ça. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Le verre d'eau posé sur ma table a semblé vibrer sous l'onde de choc de ses mots. Le silence qui a suivi sa demande était assourdissant. Je la laissais parler, déverser son flot de justification. C'était de leur devoir de parents de m'avoir poussée à être forte. Mon expulsion n'était qu'une leçon de vie pour mon propre bien. Elle n'a pas prononcé le mot « pardon » une seule fois. À ses yeux, il n'y avait rien à pardonner. Il y avait simplement une dette, la mienne, qui arrivait à échéance. J'étais leur plan de retraite, leur assurance vie, et ils venaient simplement réclamer leur dû. Chaque mot qu'elle prononçait creusait un peu plus le fossé entre nous, effaçant toute possibilité de réconciliation. Elle ne voyait pas une fille qu'elle avait blessée, mais une ressource qu'elle devait exploiter. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, la seule douleur physique capable de contenir le tumulte qui grondait en moi. Elle ne demandait pas de l'aide, elle donnait un ordre. Alors, j'ai entendu ma propre voix, étonnamment calme, lui répondre. Je n'ai dit ni oui, ni non. J'ai dit que c'était une décision importante, une somme considérable, et que je ne pouvais pas en décider ainsi, au téléphone. J'ai suggéré que nous en discutions tous ensemble, en famille, pour que les choses soient claires pour tout le monde. J'ai senti son soulagement à travers le combiné, la tension dans sa voix qui se relâchait. C'est là que j'ai lancé mon appât. J'ai vu que vous fêtiez vos 35 ans de mariage le week-end prochain. Ce serait peut-être l'occasion idéale, non, d'être tous réunis. Elle a accepté avec un empressement presque glouton, persuadée d'avoir gagné la partie. Elle pensait que j'allais venir négocier les termes de leur sauvetage. Elle ne savait pas que je venais pour régler les comptes. En raccrochant, une froide détermination avait remplacé le choc. Le plan était là, clair et net, dans mon esprit. Je suis restée assise dans le silence de mon appartement lyonnais pendant un long moment. La vue sur la ville, d'habitude si apaisante, me semblait lointaine, irréelle. Je ne pleurais pas. La tristesse avait laissé place à une lucidité glaciale. Je me suis levée, je suis allée jusqu'à mon bureau et j'ai allumé mon ordinateur. Mes doigts ont couru sur le clavier, non pas pour travailler sur mes projets en cours, mais pour plonger dans mes archives numériques personnelles. J'ai cherché, fouillé dans de vieux disques durs externes, remontant le temps, année après année. Je cherchais les preuves, les relevés de compte de cette époque, les traces de ces virements mensuels que j'avais mis tant de soin à automatiser pour ne pas y penser, pour ne pas sentir le poids de chaque euro envoyé. Je savais qu'ils étaient là quelque part. Chaque clic de souris était un pas de plus vers la vérité qu'ils avaient enterrée sous des années de mépris et d'indifférence. Finalement, je les ai trouvés. 24 lignes, nettes et précises, dans un fichier PDF protégé par un mot de passe que j'avais oublié depuis longtemps. Virement mensuel, soutien famille, 600 €. La date du premier, la date du dernier. Le total, 14 400 €. J'ai imprimé chaque page, le bruit de l'imprimante brisant le silence de la pièce. Le papier était encore chaud quand je l'ai pris dans mes mains. C'était plus qu'un relevé bancaire. C'était le reçu de ma jeunesse sacrifiée. C'était la preuve tangible de leurs mensonges. J'ai soigneusement placé les feuilles dans une chemise cartonnée, à côté d'une copie de ce vieux business plan que mon père avait réduit en miettes. Il pensait que j'apportais un carnet de chèques à cet anniversaire. Il ne savait pas que j'apportais des factures. La justice n'allait pas être une discussion, mais une présentation. Et j'en serais la seule oratrice. Le poids de ces feuilles imprimées dans mes mains était irréel. Ce n'était pas seulement du papier. C'était la matérialisation de 2 années de ma vie, de nuits blanches, de sacrifices invisibles. Une solitude glaciale m'a envahie, si profonde qu'elle semblait absorber tout l'air de la pièce. J'allais retourner dans cette maison, non pas en fille repentante, mais en créancière. Le plan qui se dessinait dans mon esprit n'était pas une vengeance chaude et impulsive, mais un audit,
une rectification comptable de l'âme. Je me sentais terriblement seule face à cette décision. Personne ne pouvait comprendre ce que cela représentait de devoir prouver sa propre valeur à ceux qui vous avaient donné la vie, de devoir transformer des souvenirs en pièces à conviction. Chaque ligne du relevé bancaire était un clou planté dans le cercueil de mon innocence. Je savais que ce que je m'apprêtais à faire allait tout détruire, mais pour la première fois, je sentais que cette destruction était nécessaire pour que je puisse enfin me reconstruire sur des fondations saines, les miennes. J'avais besoin d'une encre, d'une voix qui ne soit pas la mienne pour me confirmer que je n'étais pas folle. J'ai composé le numéro de ma tante Isabelle. Sa voix, chaude et familière, a été comme un baume sur une plaie à vif. Je ne lui ai pas tout raconté, pas encore. Je lui ai simplement dit que mes parents m'avaient contacté pour de l'aide et que j'envisageais de venir à leur anniversaire de mariage pour en discuter. Un silence a suivi, un silence lourd de tout ce qu'elle n'osait pas dire. Puis, elle a soupiré. « Fais attention à toi, Léna. Tu sais comment ils sont. Ils tordent la réalité jusqu'à ce qu'elle leur convienne. » Elle m'a confirmé qu'elle serait là, avec son mari. Cette simple information a tout changé. Je ne serai pas seule. J'aurai un témoin, une alliée silencieuse dont le simple regard me rappellerait que ma vérité était légitime. En raccrochant, je me sentais plus forte. Le bouclier de la solitude commençait à se fissurer, laissant place à une détermination d'acier. La conversation avec Isabelle a été le déclencheur final. Elle m'a appris, presque d'en passant, que ma mère avait déjà commencé à raconter sa propre version de l'histoire à la famille. Une version où j'étais la fille prodigue, revenue au bercail après avoir compris ses erreurs, prête à faire amende honorable en sauvant le patrimoine familial. L'audace du mensonge m'a coupé le souffle. Ils n'essayaient même pas de se racheter. Ils réécrivaient le passé, pour faire de moi l'héroïne de leur propre histoire de survie. Une héroïne dont le seul rôle était de payer leurs dettes. La rage froide qui m'habitait s'est transformée en une clarté chirurgicale. Mon plan n'était plus une simple confrontation, c'était devenu une opération de démolition. Je n'allais pas seulement leur présenter les faits, j'allais anéantir publiquement le récit qu'ils avaient passé 11 ans à construire sur les ruines de notre relation. La scène n'était plus une table de négociation, c'était un tribunal. Les jours suivants, j'ai méthodiquement assemblé mon dossier. Ce n'était plus une simple chemise, c'était une arme. J'ai conçu une page de garde sobre, presque clinique, investissement familial, 2011-2013, rapport de performance et analyse de la valeur actuelle. J'ai contacté un ami expert comptable qui, par curiosité professionnelle, m'a calculé la valeur de ces 14 400 € avec les intérêts composés sur 11 ans. Le chiffre final, près de 25 000 €, m'a fait frissonner. Ce n'était plus de l'argent de poche, c'était le capital de départ que je n'avais jamais eu. J'ai ajouté ce document au dossier, juste après les relevés bancaires. Enfin, j'ai retrouvé dans mes archives numériques une copie scannée de mon tout premier business plan, celui que mon père avait déchiré en ricanant. J'ai tout imprimé en plusieurs exemplaires. Chaque page était une étape de mon chemin de croix, et je m'apprêtais à le leur faire parcourir avec moi, devant tout le monde. Le samedi matin, je me suis préparée comme pour une réunion d'affaires cruciale. Chaque geste était lent, délibéré. J'ai choisi des vêtements sobres, professionnels, une armure de normalité. Il n'y avait plus de place pour l'émotion brute, seulement pour une exécution parfaite. Le dossier, lourd et dense, était posé sur le siège passager de ma voiture. Pendant les 2 heures de route qui séparaient Lyon de la ville de mon enfance, un silence pesant régnait dans l'habitacle. Je ne me sentais plus ni triste, ni en colère. J'étais vide, concentrée, comme une athlète avant une compétition. En voyant le panneau familier indiquant l'entrée de la ville, mon cœur a raté un battement. Je n'étais plus la jeune fille de 18 ans qui avait fui dans la nuit, humiliée et seule. J'étais une femme de 29 ans qui revenait réclamer son histoire. La voiture s'est engagée dans la rue de la maison, et je savais que le calme avant la tempête touchait à sa fin. La maison sentait la cire des bougies d'anniversaire et le sucre du gâteau. Les rires étaient forcés, les sourires tendus. Une comédie du bonheur jouée pour une galerie d'oncles et de tantes qui ne savaient rien du drame qui se préparait. Après le dessert, mon père s'est levé
le verre à la main, pour son discours. Il a parlé de l'importance des liens du sang, du soutien mutuel dans les moments difficiles, de la famille comme d'un refuge inconditionnel. Chaque mot était une perle d'hypocrisie, un appel du pied à peine voilé à ma générosité. Son regard larmoyant balayait l'assemblée, s'arrêtant une seconde de trop sur moi. Il pensait me préparer le terrain, m'attendrir pour que j'accepte de signer son chèque de sauvetage. Je sentais le regard de ma tante Isabelle sur moi, un mélange d'inquiétude et d'encouragement. Mon cœur battait à un rythme lent et régulier, celui d'une exécution planifiée. J'ai attendu la fin des applaudissements polis, le silence se faisant à nouveau. Je me suis levée à mon tour, lentement. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence est devenu plus lourd, interrogateur. J'ai posé mon dossier sur la nappe blanche, le bruit sourd faisant sursauter ma mère. « Papa, ton discours est très émouvant. Ça me rappelle l'importance des investissements. » Ma voix était calme, presque neutre, mais elle a porté dans toute la pièce. J'ai ouvert la chemise et j'ai commencé à distribuer les copies, une par une, à chaque membre de la famille. À mon père, à ma mère, à mon frère Thomas, qui me regardait avec une confusion totale. Je suis passée derrière chaque chaise, déposant les feuilles devant chaque convive, comme on distribue des cartes. L'air s'est chargé d'une tension électrique. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais tout le monde sentait que la fête était terminée. Je suis retournée à ma place, debout, attendant que la lecture commence. Le seul bruit était celui du papier que l'on dépliait. Il y a 11 ans, j'ai fait un investissement dans cette famille. Un investissement de 14 400 €. J'ai laissé la phrase flotter dans l'air, pendant que les yeux parcouraient les lignes des relevés bancaires. J'ai vu les sourcils se froncer, les bouches s'entr'ouvrir. Voici la preuve de 24 mois de soutien, 600 € par mois, versés avant même que vous me mettiez dehors pour avoir refusé d'arrêter mes études pour vous. Vous n'avez jamais parlé de cet argent, n'est-ce pas? Le visage de mon père est passé du rouge à un blanc cireux. Il s'est levé d'un bond, sa chaise a raclé le sol avec un bruit strident, faisant trembler la table. Il a pointé un doigt tremblant vers moi et a hurlé, sa voix se brisant dans l'incrédulité et la panique. « Quel virement! C'est des faux! Elle ment! Elle a toujours été une menteuse! » Son déni était si violent, si désespéré, qu'il sonnait comme un aveu. Ma mère, elle, n'a pas nié. Elle a fondu en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'était la rage pure, l'humiliation d'être démasquée devant tout le monde. Elle a arraché les feuilles des mains de sa voisine de table et les a froissées dans son poing. « C'était ton devoir !» a-t-elle crié, le visage déformé par la haine. « L'argent d'un enfant appartient à ses parents. Nous t'avons nourri, logé. Tu nous devais bien ça. » Son cri a révélé la vérité crue de leur philosophie, une vérité si monstrueuse qu'un silence de mort est tombé sur l'assemblée. J'ai alors croisé le regard de mon frère. Il tenait les relevés dans ses mains, son visage décomposé par la trahison. Il ne regardait plus nos parents. Il regardait les preuves. Et je savais qu'il comprenait enfin. Il comprenait tout. À l'autre bout de la table, ma tante Isabelle a hoché lentement la tête, un regard triste mais fier posé sur moi. C'était toute la validation dont j'avais besoin. Le spectacle était terminé. Mes parents se tenaient là, exposés, leur récit de parents victimes réduit en cendres par quelques feuilles de papier. Personne n'osait plus les regarder. Les invités fixèrent leurs assiettes, mal à l'aise, piégés dans les décombres d'une fête de famille qui venait de se transformer en tribunal. J'ai ramassé mon sac, sans un mot de plus. Je n'avais plus rien à dire. Les faits avaient parlé pour moi. En passant la porte du salon, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Mon père était assis, la tête entre les mains. Ma mère pleurait silencieusement, mais cette fois, personne ne venait la consoler. Ils étaient seuls, ensemble, dans la ruine de leurs propres mensonges. J'ai refermé la porte derrière moi, sans la claquer. Ce n'était pas une sortie de rage, c'était une conclusion. Le son doux du loquet qui s'enclenche était le point final de ce chapitre de ma vie. En sortant de la maison, je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin.
Je pouvais imaginer la scène, le silence glacial qui avait dû s'abattre sur le salon, un silence bien plus lourd que celui de la simple gêne. Ma tante Isabelle me l'a raconté plus tard au téléphone, sa voix encore secouée. Les invités étaient mal partis les uns après les autres, sans un mot, déposant leurs serviettes en papier sur la table comme on dépose des fleurs sur une tombe. Personne n'a osé toucher au gâteau d'anniversaire, à moitié entamé. Ils ont laissé mes parents seuls, au milieu des ruines de leur propre fête, entourés de preuves imprimées de leurs mensonges. La chute n'a pas été un cri, mais un effondrement silencieux, une désintégration sociale qui s'est opérée sous les yeux de ceux dont ils avaient toujours cherché l'approbation. Ils n'avaient pas seulement perdu la face, ils avaient perdu leur histoire, leur statut de victime respectable. La vérité, une fois libérée, avait fait son travail de démolition. La conséquence la plus immédiate et la plus douloureuse pour eux n'est pas venue des oncles et des tantes, mais de leur propre fils. Thomas est resté. Il a attendu que le dernier invité soit parti, puis il s'est tourné vers eux, les relevés bancaires toujours à la main. D'après Isabelle, qui a assisté à la scène depuis le seuil de la porte, il n'a pas crié. Sa voix était blanche, dénuée de toute émotion. Il leur a simplement demandé « Combien de choses que vous m'avez offertes, c'est elle qui les a payées ?» Le silence de mes parents a été sa seule réponse. Il a alors posé les feuilles sur la table, a pris son blouson, et il est parti sans un mot de plus. Pour la première fois de sa vie, il ne voyait plus des parents, mais deux étrangers dont il ne connaissait rien. Cette désertion, celle de l'enfant qu'ils avaient toujours favorisé, a été le véritable coup de grâce. C'était la preuve que leur autorité morale, construite sur des années de sacrifices qu'ils n'avaient jamais faits, était définitivement anéantie. Un mois plus tard, les prédictions se sont réalisées avec une précision chirurgicale. La banque a saisi la maison. Ma tante m'a dit qu'ils avaient dû déménager dans un petit 2 pièces en location de l'autre côté de la ville, dans un quartier qu'ils avaient autrefois regardé avec mépris. Mon père, qui avait toujours été si fier de son statut d'artisan indépendant, a dû accepter un poste de manutentionnaire dans un entrepôt pour payer le loyer. Ma mère, quant à elle, ne sortait presque plus, trop honteuse pour affronter le regard des gens qu'elle connaissait depuis toujours. Leur chute n'était pas seulement financière, elle était totale. Ils avaient perdu leur maison, leur statut et le respect de leur propre famille. Je n'ai ressenti aucune joie en apprenant cela, seulement un vide immense. La justice n'avait pas le goût de la victoire, mais celui de la fin inévitable d'une histoire triste. Leurs actions avaient simplement fini par produire les conséquences logiques qu'ils avaient tenté d'éviter toute leur vie. Ils ont bien essayé de me recontacter. Une semaine après leur déménagement, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de ma mère. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça bascule sur la messagerie. Le message qu'elle a laissé était un long monologue incohérent, un mélange de reproches, d'apitoiements sur son sort et de tentatives maladroites de me faire culpabiliser. Elle parlait de mon cœur de pierre, de mon ingratitude, sans jamais, à aucun moment, prononcer le mot « pardon ». C'était la même rengaine, simplement jouée sur un ton plus désespéré. J'ai écouté les 30 premières secondes, puis j'ai effacé le message sans aller jusqu'au bout. Je n'avais plus besoin d'entendre le reste. J'ai ensuite ouvert mes contacts et j'ai bloqué son numéro, puis celui de mon père. Ce n'était pas un acte de colère, mais d'hygiène mentale. La porte qu'ils avaient fermée 11 ans plus tôt, c'était à mon tour de la verrouiller, mais de l'intérieur cette fois, pour protéger mon propre espace. La vie a repris son cours, plus calme, plus légère. Le poids de ce passé non résolu s'était enfin dissipé, laissant place à une sérénité que je ne pensais plus jamais connaître. Je me suis plongée dans mon travail, dans mes amitiés, construisant mon avenir sur des fondations désormais nettoyées de toute toxicité. Je pensais que le silence serait la conclusion de cette histoire, un silence apaisé et définitif. Mais un soir, alors que je travaillais tard sur un nouveau projet, mon téléphone a vibré sur le bureau. J'ai jeté un regard distrait, m'attendant à un email professionnel. Mais ce n'était pas un email. C'était un message de Thomas. 3 mots seulement, qui ont fait s'arrêter le temps. « On peut dîner ?»
Mon cœur a eu un soubresaut. Non pas d'angoisse, mais d'une émotion nouvelle, fragile et incertaine. C'était peut-être ça, la vraie victoire. Pas la chute de mes parents, mais la possibilité de reconstruire un pont sur les ruines. Le dîner avec Thomas s'est déroulé dans un petit restaurant italien, un lieu neutre où aucun souvenir ne pouvait nous prendre en otage. Au début, le silence était épais, seulement brisé par le cliquetis des couverts. Puis, il a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux, pour la première fois sans le filtre de l'influence de nos parents. Sa voix était basse, presque un murmure. « Je suis désolée, Elena. Je suis tellement désolée. Je n'ai jamais rien vu, ou peut-être que je n'ai jamais voulu voir. » Il n'y avait aucune excuse dans ses paroles, seulement le poids d'un regret sincère. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête, sentant un nœud que je ne savais même pas porter se défaire lentement dans ma poitrine. Ce soir-là, nous n'avons pas tout réparé, mais nous avons posé la première pierre d'un nouveau pont sur les ruines de l'ancien. C'était un début, et pour la première fois depuis plus d'une décennie, j'avais retrouvé un frère. Quant à mes parents, je ne ressens plus cette rage froide qui m'a longtemps servi de carburant. Il n'y a plus de haine, seulement une distance infinie, comme si je regardais une vieille photographie en noir et blanc d'étrangers qui me ressemblent vaguement. Je leur ai pardonné, mais pas pour eux. J'ai compris que le pardon n'est pas un acte d'absolution que l'on accorde à ceux qui nous ont blessés. C'est un acte de libération pour soi-même. C'est décider que leur histoire ne sera plus le chapitre principal de la mienne. C'est refermer un livre lourd de peine pour pouvoir enfin en ouvrir un autre, plus léger, dont j'écrirai seul chaque page. Ils continueront leur vie, embourbés dans leurs regrets et leur amertume, mais leur ombre ne plane plus sur la mienne. J'ai repris mon histoire, et dans celle-ci, ils ne sont plus que des personnages secondaires d'un prologue que j'ai choisi de laisser derrière moi. Aujourd'hui, depuis la fenêtre de mon bureau à Lyon, je vois les lumières de la ville scintiller. Mon appartement est baigné de lumière, un contraste saisissant avec l'obscurité de la maison de mon enfance. Mon entreprise prospère, bâtie sur ce même business plan que mon père avait jugé ridicule. Chaque matin, en m'asseyant à ce bureau que j'ai moi-même choisi, je ressens un profond sentiment de paix. Ce n'est pas la satisfaction de la vengeance, mais la plénitude de l'accomplissement. J'ai transformé leur prophétie en son contraire absolu. Je ne suis pas revenue en rampant, je me suis envolée. Cette vie que j'ai construite, brique par brique, avec pour seuls outils ma détermination et mon intelligence, est la preuve la plus éclatante de leur erreur. Ils pensaient me briser en me jetant dehors. Ils m'ont seulement forcé à construire mon propre royaume, loin de leur influence toxique. La leçon la plus importante que j'ai tirée de tout cela est que les liens du sang ne donnent aucun droit. Ils créent des devoirs, oui, mais le premier de ces devoirs est le respect de la dignité de l'autre. J'ai appris que l'amour ne présente pas de facture et que la loyauté ne peut être exigée sous la menace ou le chantage affectif. La vraie famille, ce sont les personnes qui vous aident à grandir, pas celles qui vous coupent les ailes pour vous garder dans leur cage. Poser des limites, même avec ses propres parents, n'est pas un acte de trahison, mais un acte de survie et de respect de soi. C'est la chose la plus saine et la plus courageuse que l'on puisse faire. On ne doit sa vie à personne, on se doit seulement de la vivre avec intégrité, en accord avec ses propres valeurs, même si cela signifie devoir marcher seul pendant un temps. Le chemin a été long et solitaire, mais chaque pas m'a ramené un peu plus près de moi-même. La jeune fille de 18 ans, abandonnée sur un trottoir avec un sac poubelle, n'a pas disparu. Elle vit en moi, non pas comme une blessure, mais comme un rappel constant de la force que l'on peut trouver dans l'injustice la plus profonde. Elle me rappelle que même dans la nuit la plus noire, on peut apprendre à coder son propre avenir. Ma justice n'a pas été de les voir chuter, mais de me voir m'élever au-dessus du drame qu'ils avaient créé pour moi. J'ai retrouvé ma paix, ma dignité et un frère. C'est une richesse qu'aucun argent ne pourra jamais acheter. Et vous, que feriez-vous à ma place ?